Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons le Dr Pietro Shakarian, maître de conférences en histoire à l'Université américaine d'Arménie à Erevan. Pietro, bienvenue à nouveau. Pascal, c'est un plaisir d'être à nouveau dans ton émission. Merci de m'avoir invité. Et bonne année à toi aussi. Bonne année à toi également. Bonne année, oui. Bien que je doive dire que cela ne commence pas très joyeusement, mais c'est justement de cela qu'il faut parler. Non, cela ne commence pas très joyeusement, non. Nous parlons maintenant du Venezuela, mais je voulais m'entretenir avec vous parce que vous avez écrit un article sur l'Iran et sa relation avec la Russie. Cependant, je pense que ce qui se passe au Venezuela va probablement avoir un impact assez important sur l'Iran. Pourriez-vous nous donner votre avis à ce sujet? Oh, je pense que ce qui s'est passé au Venezuela est un crime contre l'humanité, un crime contre le droit international. C'est absolument insensé à mes yeux. En fait, on peut même dire que, la guerre en Irak, aussi terrible qu'elle ait été, au moins Bush a essayé de passer par l'ONU. Là, ce n'est même pas le cas. Trump ne fait même pas ça. Trump agit simplement pour éliminer le dirigeant directement. C'est tout simplement atroce. Que puis-je dire? Je pense, oui, c'est un désastre. Et je crois aussi que c'est un avertissement à l'Iran sur la véritable intention de l'administration Trump. Malgré la rhétorique que nous avons entendue quand Trump se présentait à l'élection, ce « je suis le président de la paix », l'Amérique d'abord, et nous allons, disons, rentrer à la maison, que nous n'allons pas mener des guerres sans fin. Exactement. Il a même intégré Tulsi Gabbard dans l'administration. Et d'ailleurs, Tulsi Gabbard avait condamné ce genre de tentative de changement de régime au Venezuela auparavant. Maintenant, ce que nous avons, c'est un Trump qui incarne vraiment une forme d'impérialisme. Comme il l'a dit lui-même, c'est l'impérialisme prêt à tirer. Il utilise ce terme en référence à l'Iran, car il y a eu récemment des manifestations là-bas qui semblent, encore une fois, préparer le terrain, ou si l'on veut, affaiblir l'Iran, en vue d'un nouveau cycle de conflit avec Israël. C'est donc ce que nous observons en ce moment. Je trouve cela complètement, mais alors complètement atroce et illégal. Et que peut-on dire de plus? Cela revient à balayer tout l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale. Je dois dire cependant que d'autres ont avancé cet argument. Peter Labelle, par exemple, l'a fait dans un autre podcast hier, selon lequel il est risible que les libéraux fassent semblant de croire que c'est la première fois que les États-Unis enfreignent le droit international. En réalité, c'est une très vieille habitude, surtout en Amérique du Sud, pour les États-Unis d'intervenir directement et de s'arroger un vaste pouvoir d'application de la loi. En remontant des décennies en arrière, comme nous le savons, je veux dire, je pourrais vous en citer plusieurs exemples. Nous avons l'invasion de la baie des Cochons. Nous avons aussi, vous savez, ce qui s'est passé avec Allende, n'est-ce pas? L'installation de M. Pinochet au Chili. Il y a donc une histoire longue et sanglante. Je veux dire, nous avons aussi l'école des Amériques, n'est-ce pas? Ainsi, l'histoire américaine en Amérique latine. Ou peut-être pourrait-on dire, pour employer un terme plus exact, usonienne. Le bilan usonien ou américain en Amérique latine n'est pas très reluisant, pour ainsi dire. Il est très sombre. Et avec l'Iran, les implications sont très claires. Si je regardais cela à Téhéran, je prendrais des notes, parce que ce n'est pas bon signe. De plus, ce qui est intéressant, et je veux le mentionner rapidement, Pascal, excuse-moi, c'est la façon dont le soi-disant leadership libéral de l'UML félicite Trump pour cela. Ils disent, vous savez, c'est justifié, car nous n'avons jamais reconnu Maduro comme président légitime. D'accord, très bien pour vous. Mais le problème, au bout du compte, c'est que c'est complètement illégal pour un pays. C'est l'affaire du Venezuela, non?
Si Maduro est illégitime aux yeux de certains Vénézuéliens, ils peuvent protester. Ils peuvent, vous savez, organiser une nouvelle élection. Peu importe. Mais il n'est pas correct qu'un autre pays, une superpuissance, s'implique directement dans les affaires d'un autre pays. Donc voir l'UE se livrer à des contorsions olympiques pour justifier ce qui se passe est vraiment assez méprisable. Et cela en dit long sur l'état actuel de lui-même. Sans parler de ce que disent les Britanniques. On entend des déclarations venant du Royaume-Uni, selon lesquelles tout cela est parfaitement justifié, parce que cela correspond à l'ordre fondé sur des règles. Je ne sais pas de quel ordre fondé sur des règles il parle. Vous savez, il faut que ce soit très clair. Ordre international fondé sur des règles est une expression entièrement, totalement inventée par les Américains. Elle est plus ou moins devenue à la mode sous M. Biden. L'ordre international fondé sur des règles n'existe pas. Le droit international, lui, existe. Et le droit international, pour que tout le monde le comprenne bien, n'exige pas qu'un gouvernement soit démocratique pour être un sujet de droit international, pour être reconnu comme un autre État. Le droit international ne se soucie vraiment pas de la manière dont un État est gouverné. Absolument. Donc, ils essayent de vous faire croire que c'est le cas. Ce n'est pas vrai. On peut être une dictature et rester un sujet de droit international avec les mêmes droits que tout le monde. Cela ne veut pas dire que nous devrions avoir plus de dictatures. Ce n'est pas le cas. Mais c'est simplement pour souligner que Trump et les Européens, en ce moment, essayent de vous faire croire cela et que ce n'est tout simplement pas vrai. Et puis regardez la manière dont le droit international, ou plutôt l'ordre international, est géré. C'est ce que nous voulons maintenant. Et de plus en plus, avec la multipolarité, nous voyons apparaître un ordre mondial plus démocratique. Et l'ordre fondé sur des règles, ou du moins son interprétation, eh bien, soyons indulgents et disons que ces règles sont censées être le droit international, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'interprétation adoptée aux États-Unis. Là-bas, l'idée d'un ordre fondé sur des règles, c'est que, eh bien, nous faisons les règles, nous dominons la situation et nous devons imposer notre hégémonie mondiale sur tous les autres. Ce qui n'a rien de très démocratique. Nous faisons les règles et nous vous ordonnons de les suivre, et nous changeons les règles quand bon nous semble, surtout quand cela nous concerne. Voilà ce que cela signifie. C'est ce que l'administration Trump affirme désormais, et c'est ce qu'elle fait. Et cela va simplement devenir un fait établi, tout comme Israël met en œuvre un génocide, de fait. Absolument. Absolument. Les autres États ne sont pas stupides. Ils voient cela. Ils comprennent maintenant que les normes auxquelles nous pensions au moins devoir prétendre adhérer, auxquelles nous devions au moins faire semblant de rendre hommage, ont toutes disparu. Alors, comment cela influence-t-il, selon vous, disons, la relation irano-russe? Et le fait que l'Iran sache qu'il est le prochain sur la liste, et probablement, encore une fois, qu'on va lui trancher la tête, n'est-ce pas? Les Israéliens font cela. Les Américains font cela. Ils s'en prennent à la tête, soit en les éliminant, soit en les tuant, comme avec Nasrallah et d'autres. Alors, que pensez-vous que ces régimes vont faire maintenant? Eh bien, je pense que lorsqu'on parle de l'Iran, nous parlons vraiment. Eh bien, Pascal, nous évoquons souvent cette idée de changement de régime. Mais lorsqu'il s'agit spécifiquement de l'Iran, il s'agit en réalité d'un renversement de régime. C'est en quelque sorte similaire à ce que nous avons vu au Venezuela. Mais dans ce cas-là, il s'agissait simplement de l'éviction d'un homme, car au bout du compte, son gouvernement est toujours en place. Ils sont très en colère, et on voit maintenant des gens manifester dans les rues de Caracas. Mais en ce qui concerne l'Iran, l'idée pour Israël est peut-être avant tout d'éliminer la République islamique, mais aussi éventuellement de la remplacer, peut-être en faisant revenir le fils du Shah
comme nous le savons, ou encore de transformer l'Iran en une sorte de seconde Syrie, avec des républiques dissidentes. Je ne sais pas, au Kurdistan, en Azerbaïdjan ou dans bien d'autres endroits, Gilan, on pourrait continuer. Mais ce serait, je pense, un peu l'idée. Il ne s'agit pas forcément de renverser le régime, mais plutôt d'affaiblir l'Iran, au point qu'il ne puisse plus représenter une menace pour Israël. Car l'objectif d'Israël pour l'ensemble de la région est qu'il n'existe aucun concurrent potentiel à sa suprématie militaire. C'est vraiment ce que nous observons. Et l'Iran, je pense, avait déjà compris vers la fin de 2025 qu'une nouvelle phase allait commencer, qu'Israël faisait du bruit et que cela allait se produire. Et donc, ce que j'ai écrit dans mon dernier article sur l'Iran et la Russie, c'est que le 17 décembre, M. Araghchi et M. Lavrov se sont rencontrés à Moscou et ils ont convenu, on pourrait dire, d'une sorte de police d'assurance contre ces nouvelles attaques. L'objectif était vraiment de renforcer, ou disons de consolider encore davantage, le soutien russe à l'Iran en ce moment. Parce que comme nous le savons, et comme je l'ai mentionné dans les précédents épisodes de votre émission, l'Iran est crucial pour les BRICS, et plus particulièrement pour la Russie et la Chine, car il faut le considérer comme un grand, disons, nœud stratégique. Je veux dire, le plateau iranien, comme ce grand nœud sur, en quelque sorte, je suppose qu'on pourrait dire, tu sais, la route de la soie, historiquement parlant, l'idée du projet Une ceinture, une route. Si l'on regarde sa position en Eurasie, il relie le sud post-soviétique, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques du Caucase et d'Asie centrale, avec, tu sais, la Chine. Il relie la Russie à la Chine. Il occupe une position très stratégique. Donc si l'Iran devait être complètement déstabilisé, s'il devait se fragmenter, si le fils du Shah devait arriver et installer, disons, un gouvernement pro-occidental, pro-israélien, pro-OTAN en Iran, alors ce serait un énorme coup porté à la sécurité de la Russie et de la Chine, un énorme coup porté aux BRICS et un énorme coup porté à l'essor de la multipolarité. C'est pourquoi cette question est si importante pour Moscou comme pour Téhéran. Ce qu'ils ont convenu le 17 décembre, c'est d'intensifier les consultations entre leur ministère des Affaires étrangères et de véritablement définir le programme pour une période de 3 ans. C'était un accord majeur. Et si l'on écoute certaines des déclarations faites lors de la conférence de presse, le point principal concernait la manière dont le droit international était, en substance, mis de côté par les États-Unis. L'idée, c'est que la Russie et l'Iran disent « Nous n'allons plus tolérer cela. Nous n'allons pas permettre aux États-Unis et à l'Occident de déchirer l'ordre international. » Et cela inclut d'ailleurs l'Union européenne, car l'UEBM a tenté, ou en réalité a réussi, à réimposer des sanctions contre l'Iran. La Russie et la Chine s'y sont opposées. Il y a donc cette affirmation selon laquelle ils ne laisseront plus cela se reproduire, et que les États-Unis ne devraient pas se sentir investis d'un sentiment d'impunité. C'est le terme qu'Araghchi a utilisé, d'ailleurs. Ils ne devraient pas avoir ce sentiment d'impunité, leur permettant de faire tout ce qu'ils veulent. Et l'on peut clairement voir que ce sentiment d'impunité s'est prolongé jusqu'en 2026 avec la situation au Venezuela. Penses-tu que la Russie et la Chine vont désormais ignorer le régime de sanctions? Parce que la différence entre les sanctions contre l'Iran et celles contre la Russie, c'est que les sanctions contre l'Iran étaient en réalité des sanctions de l'ONU, n'est-ce pas? Elles ont été adoptées à une époque où la Russie et la Chine ne s'y opposaient pas, une sorte de sanction préventive contre l'Iran au cas où il tenterait d'obtenir l'arme nucléaire. Mais nous comprenons tous maintenant que les États-Unis utilisent cet outil et que les Européens l'utilisent aussi. Le fait qu'ils disposent d'une telle résolution du Conseil de sécurité leur permet en pratique d'annuler
toute tentative des Iraniens de parvenir à un accord avec les autres, n'est-ce pas? Alors, penses-tu que la Russie va désormais simplement commencer à ignorer les sanctions de l'ONU? Oh, je pense absolument. Et je ne leur en voudrais pas. C'est pareil pour les Chinois. Parce qu'encore une fois, je veux dire si l'Iran, parce qu'on voit aussi la manière dont Israël traite l'Iran. L'Iran est venu à la table, Pascal. Il est venu négocier de bonne foi. Ils étaient prêts à discuter de toute la question nucléaire. Mais tu vois qui est vraiment hors la loi dans ce cas? Ce sont les États-Unis et Israël. Je veux dire, regarde. Ils ont commencé à bombarder l'Iran tout en prétendant encore négocier. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Donc je pense que l'Iran est, eh bien, en ce qui concerne l'Iran et la Russie, ils se préparent déjà. Ils l'étaient déjà, du moins en décembre dernier. Ils réfléchissaient déjà de cette manière. Maintenant, d'après ce que je comprends des rapports que je reçois, cette coopération s'est en fait encore intensifiée, à la lumière des récents développements au Vietnam, dont nous parlerons dans un instant. Mais l'idée, c'est que je pense que la Russie et la Chine ne se conformeront absolument pas à ces sanctions. Ce sont des sanctions illégales. À ce stade, je veux dire, le verdict est qu'elles sont effectivement légales parce qu'elles émanent du Conseil de sécurité. Mais de facto, elles sont devenues un outil très désagréable, juste une boîte de pression. L'un des problèmes que nous avons eus, et qui est assez difficile à comprendre pour beaucoup d'entre nous, c'est que ce sont les Iraniens qui, jusqu'à présent, ont résisté à la formation d'une alliance militaire complète avec la Russie. Ce sont eux qui disaient « Nous sommes heureux de coopérer et de collaborer, mais pas d'alliance complète, pas de garantie de sécurité mutuelle. » Je pense qu'ils sont en train de reconsidérer cela. Ils le reconsidèrent vraiment. Et non seulement cela, en plus, il a même fallu un certain temps au Parlement iranien pour ratifier réellement l'accord de partenariat stratégique. C'est au cœur de la guerre que cet accord s'est véritablement consolidé pendant ce qu'on a appelé la guerre de 12 jours. Mais maintenant, la situation évolue. De gros avions cargo militaires ont volé de la Russie vers l'Iran, prêts à renforcer le soutien iranien en prévision de ce qui semble être une frappe israélienne imminente. Ce n'est même plus une question de possibilité. Nous parlons de quelque chose qui pourrait se produire très bientôt. Mais nous avons vu ces manifestations en Iran, n'est-ce pas? Et Donald Trump a même dit que si vous tuez des manifestants, alors nous allons vous attaquer rien que pour ça. Mais à ce stade, cela n'a même plus d'importance. Permettez-moi d'inverser les rôles un instant. Imaginez que le président Pezeshkian publie une déclaration sur Twitter disant « Regardez ces manifestations, disons à New York, contre le génocide à Gaza, les manifestations pro-Palestine, n'est-ce pas? Si le président Trump ose tirer sur un manifestant là-bas, nous interviendrons, prêts à agir militairement dans les affaires américaines. » Vous imaginez? Quelle serait la réaction des médias américains si le président Pezeshkian avait tenu de tels propos? Je sais, mais ça fait partie du jeu maintenant, non? Le tyran peut menacer la victime, et tout le monde l'accepte. Mais alors, qu'est-ce que ça provoque? Je veux dire, que signifient réellement ces manifestations? Je n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Est-ce qu'il s'agit d'un véritable soulèvement populaire? Ou bien est-ce juste un autre type de manifestation de rue soutenue par la CIA, qu'on peut déclencher à tout moment? Eh bien, une partie de cela est légitime, car il y a eu, comme nous le savons, cette inflation massive. Et les gens du Grand Bazar de Téhéran
sont sortis manifester, et on peut comprendre pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent. C'est donc tout à fait légitime à un certain niveau. Nous devrions également prendre en compte le fait que l'Iran, en raison des sanctions, a dû devenir très autosuffisant sur le plan agricole, ce qui a exercé une pression sur les ressources en eau du pays. Il y a donc aussi du mécontentement à ce sujet en raison de la pénurie d'eau. Mais cela dit, ce mécontentement réel est exploité par des acteurs extérieurs qui ne sont pas si innocents. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Ce n'est pas de la simple spéculation. Le fait est que le Mossad est même allé jusqu'à déclarer publiquement qu'il encourageait ces manifestations en Iran. Et c'est justement l'un des aspects les plus intéressants. Pourquoi aurait-il choisi d'en parler aussi ouvertement, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas les seuls. Pompeo aussi en a beaucoup parlé. Vous savez, le grand penseur néoconservateur des États-Unis et allié de Trump. Alors, la question devient, pourquoi le Mossad serait-il aussi explicite à ce sujet? Et je pense qu'une partie de la réponse, Pascal, relève de la guerre psychologique. En préparation de cette frappe contre l'Iran, afin d'affaiblir le pays, l'idée serait de les déstabiliser psychologiquement. Et l'une des façons de déstabiliser l'Iran, c'est de dire, écoutez, vous savez quoi? Nous sommes tellement bons, tellement puissants, tellement sophistiqués, nos services de renseignement, que nous pouvons intervenir dans votre pays à tout moment. Nous pouvons soulever les masses contre votre gouvernement quand bon nous semble. Et qu'est-ce que vous pouvez y faire, n'est-ce pas? C'est une tactique d'intimidation. C'est une guerre psychologique. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Ce n'est pas seulement qu'ils s'en vantent. Il y a aussi une volonté d'intimider l'Iran. Voilà comment je vois les choses. Absolument. Et il faut aussi réfléchir à ce que c'est, à ce que cela peut potentiellement provoquer. Je veux dire, ça pourrait déstabiliser le pays et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'en général, Pascal, la grande majorité des Iraniens ne sont pas intéressés par le renversement du gouvernement. Ils ne veulent pas ramener le fils du Shah, n'est-ce pas? Il y a eu des rapports faisant état de quelques personnes, peut-être des étudiants iraniens, encouragés par le Mossad à ramener le fils du Shah. Je peux t'assurer que ce n'est pas à l'ordre du jour. Cela n'arrivera pas. Il n'a même pas autant de soutien, même au sein de la diaspora iranienne. Non, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup de soutien. On l'a vu avec la façon dont les États-Unis ont réussi à se débarrasser de M. Yanukovych en Ukraine et à le remplacer par M. Poroshenko, qui n'avait pas tant de soutien que ça. Je veux dire, au final, d'accord, il y a eu un vote et tout le reste, mais plus tard, il a été remplacé par Zelensky qui avait été élu sur un mandat de paix. Ne l'oublions pas. On voit comment ils se sont débarrassés de M. Maduro, que l'on ait ou non un soutien populaire. En fait, ce qu'il faut, c'est apparemment soudoyer quelques personnes dans l'armée et dans l'administration, plus une intervention de type choc et effroi. Et ensuite, ils peuvent dire « formidable, grand succès ». Voilà donc l'autre forme d'intimidation. Et toi, on va te tuer d'ailleurs. On ne va pas simplement t'écarter, on va te tuer. Alors, selon toi, comment les Iraniens vont-ils maintenant essayer d'aborder cette situation? Eh bien, une possibilité serait qu'ils lancent une frappe préventive contre Israël. Ce ne serait pas contre les États-Unis. Mais l'autre question est de savoir, même si cela... Enfin, attendons de voir ce qui se passe. Je ne suis pas sûr qu'ils le feraient vraiment. Ils sont très prudents, non? Je ne suis pas certain qu'ils choisiraient cette option. Mais si la guerre commence, alors vous savez, tout devient possible. Il est également important de souligner autre chose. Si une nouvelle phase débute, et c'est très probable, la principale cible ne sera pas le programme nucléaire. La cible principale sera le programme de missiles balistiques de l'Iran, qui a causé tant de ravages en Israël.
Donc, l'idée est vraiment, encore une fois, de s'assurer qu'il n'y ait aucun concurrent stratégique d'Israël dans la région, de neutraliser les défenses de l'Iran. C'est, je pense, la principale cible. En plus, encore une fois, le changement de régime, l'affaiblissement réel du gouvernement. Ce serait l'objectif. Maintenant, quelle serait la réponse de l'Iran à ce moment-là? Surtout si les États-Unis sont impliqués. Ils pourraient frapper plusieurs cibles dans le golfe Persique, non? Parce que nous savons que les États-Unis y disposent d'une importante infrastructure militaire. Et aussi, si la situation devient vraiment critique, Pascal, ils pourraient même fermer le détroit d'Ormuz. Oui, mais cela aurait un impact négatif sur la Chine, ce qui est quelque chose que oui, absolument. Et donc, ils doivent observer. Ou non. Ce qu'ils pourraient faire, c'est une fermeture sélective du détroit d'Ormuz. Ils pourraient laisser passer, vous savez, certains navires. Peut-être faire une exception pour les Chinois, mais ne pas en faire, disons, pour l'Occident et pour les États-Unis. Il y a donc des moyens pour eux de procéder ainsi, mais nous verrons bien ce qui se passera ensuite. Et encore une fois, comme je l'ai dit, de gros avions cargo arrivent de Russie vers l'Iran. Nous avons aussi Poutine. Eh bien, il a dit par le passé, lors de cette réunion du 17 décembre, qu'au cours des 18 mois précédents, il avait rencontré Poutine 5 fois. Et il a ajouté que ce n'était pas un chiffre négligeable. Il souligne donc encore cela, car ce que nos téléspectateurs doivent comprendre, c'est qu'il y a eu des efforts très délibérés dans la presse occidentale pour donner l'impression que la Russie et l'Iran ont connu une énorme rupture, que leurs relations ne s'accordent plus, ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Et surtout dans les médias britanniques, on voit ce type de tribune. Ce que cette série de rencontres de Poutine met en évidence, et ce qu'Araghchi souligne vraiment, c'est « Ne doutez pas de la profondeur de cette relation. C'est une relation sérieuse. Nous avons le soutien de la Russie, nous avons le soutien de la Chine. Ne tentez rien, n'est-ce pas? C'est du moins ainsi que je le comprends. » Ouais, mais je veux dire, n'essaie rien. Je ne pense pas que ça marche vraiment. On a vu ce qui est arrivé à Bachar el-Assad. Évidemment, Israël rêve de faire un grand Syrie à l'Iran, non? Et la Russie n'a rien pu faire. La Russie a essayé de soutenir Assad, a tenté de tirer sur les hordes d'Al-Jolani qui approchaient, mais ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Je veux dire, quel est le... Ça n'a pas aidé. Mais je pense que l'Iran, lui, est une toute autre affaire. Parce que quand on parle de l'Iran, on parle d'un pays qui est bien plus... Enfin, je veux dire, pour la Russie, bien sûr, la Syrie est très importante sur le plan stratégique. Et comme le diraient les Russes en ce qui concerne les djihadistes en Syrie, il vaut mieux les combattre là-bas que les combattre ici. Car il y a eu dans l'histoire du terrorisme islamiste en Russie, dans la Fédération de Russie. Mais je pense que la préoccupation, surtout pour la Russie, c'est que l'Iran, sa sécurité et sa stabilité, a des implications beaucoup plus directes pour la sécurité et la stabilité russe. Donc, si l'Iran devenait une nouvelle Syrie, il se retrouverait littéralement sur le pas de la porte de la Russie. Les implications sécuritaires seraient énormes, surtout parce qu'ils partagent des frontières avec d'anciennes républiques soviétiques, le Caucase et l'Asie centrale. Il existe des enjeux communs dans cette zone, qu'ils ont d'ailleurs réaffirmés lors de cette conférence de presse. Ils ont évoqué leur opposition commune à l'ingérence d'acteurs extérieurs dans la région. En réalité, ce n'est pas un problème majeur, bien qu'il y ait bien sûr des tentatives d'infiltration en Asie centrale. Mais la menace la plus immédiate pour la Russie et l'Iran aujourd'hui vient de la région du Caucase. Plus précisément, lorsque nous avions cet accord de voyage soi-disant, cette idée de corridor Trump, l'idée du corridor de Zangezur, comme on l'appelait auparavant, cela devait relier la Turquie à l'Azerbaïdjan en passant par l'Arménie.
Et Pachinian, comme nous le savons en Arménie, est, disons, plutôt en bon terme avec nous. Ce n'est pas exactement, comment dire, le plus loyal des Arméniens. Voilà. Et sa popularité en Arménie, d'ailleurs, je peux vous le dire d'après mes observations ici, chute à une vitesse vertigineuse. Je n'exclus pas qu'il essaie de truquer la prochaine élection, prévue en juin. Je veux dire, il emprisonne des gens en Arménie, non? Il met en prison des figures de l'opposition et s'assure que toute personne pouvant représenter un danger politique pour lui soit écartée. Ça continue encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, y compris l'Église. Il s'en prend très durement à l'Église. En fait, il déclare maintenant vouloir la réformer. Mais plus il s'enfonce dans cette question, plus il pense vraiment pouvoir atteindre son objectif, s'il pousse assez fort. Pourtant, cela produit l'effet inverse. Les gens commencent vraiment à s'opposer à lui, pour la première fois, de manière significative sur ce sujet. Je veux dire, avant, il y avait bien des oppositions, mais ce n'était pas vraiment décisif. Pas un mouvement de masse, si l'on peut dire. Mais maintenant, ce qu'il fait avec l'Église suscite vraiment beaucoup de ressentiment. Peux-tu me donner quelques nouvelles de ce voyage? Je veux dire, le projet de Trump, comment dire, régional, international. Non, la voie Trump pour la paix et la prospérité internationale. Ce projet est censé relier au final l'Azerbaïdjan à la Turquie, n'est-ce pas? À l'autre extrémité de ce corridor. Ils l'ont signé à Washington, mais pour qu'il devienne un véritable traité, il doit aussi être ratifié par le Parlement arménien. Alors, est-ce que cela avance? Est-ce que cela va devenir un vrai traité? Non. Pour l'instant, ce n'est qu'une lettre d'intention, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une lettre d'intention, et elle ne contient aucun détail précis. Ce que nous savons, c'est que Pachinian soutient pleinement l'idée de louer ce corridor, situé dans la province arménienne méridionale du Syunik, à une entreprise américaine privée pour une durée de 99 ans. C'est toute l'idée. Ce serait tellement idiot, mais oui. Ce serait extrêmement stupide, mais c'est exactement ce pourquoi il est, tu sais, à fond. Mais il ne peut pas le faire seul. Il a besoin que le Parlement le ratifie, non? Tu sais, on n'en est même pas encore à cette discussion, Pascal. Nous ne connaissons donc pas encore les détails. Nous ne savons même pas précisément quelle entreprise américaine privée serait chargée de gérer un tel projet. Tout cela reste très flou, même à ce stade avancé. Je ne pense pas que cela se concrétisera de sitôt. Mais malgré tout, cela n'en demeure pas moins une menace pour les intérêts de la Russie et de l'Iran. La Russie, au cours du mois dernier, en décembre, s'est montrée très virulente dans son opposition. Elle a déclaré que s'il devait y avoir un corridor à cet endroit, ce serait à elle de le contrôler. Ses troupes devraient en avoir la responsabilité. Et elle a insisté pour que ce ne soit pas un corridor extraterritorial, échappant à l'administration arménienne, qu'il reste soumis au droit arménien, avec des troupes russes stationnées sur place. Tu sais bien sûr que ce voyage exclurait techniquement les Russes. On peut donc déjà voir que la Russie devient assez bruyante à ce sujet. Et comme nous le savons, l'Iran n'aime pas du tout cela. Car que se passerait-il alors si une entreprise privée américaine exerçait une influence juste là, à la frontière nord de l'Iran, où Israël pourrait aussi être impliqué dans de nombreuses activités très douteuses? Déjà, quand on parle du Karabakh, comme je l'ai mentionné dans l'un des articles que j'ai écrits par le passé, ces zones du Karabakh qui jouxtaient l'Iran, qui se trouvaient le long de la frontière iranienne et qui ont été reprises par l'Azerbaïdjan, que s'est-il passé? L'Azerbaïdjan les a essentiellement remises à Israël. Ils ont permis aux services de renseignement israéliens d'opérer désormais dans ces districts.
Alors, avez-vous peur que Pachinian et les États-Unis finissent à un moment donné par créer des faits accomplis sur le terrain? Parce que je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Je veux dire, je ne serais pas surpris si un jour Pachinian se rendait de nouveau à Washington, signait un document et que le lendemain, il y ait, disons, 200 entrepreneurs, puis un jour plus tard 400, et encore un jour plus tard 600, y compris du personnel militaire américain qui débarquerait en disant « Vous voulez nous faire partir, il faudrait nous bombarder pour ça ». Et ensuite, il commencerait simplement à construire ce corridor sans passer par les procédures officielles et tout le reste. Est-ce quelque chose qui vous inquiète? En quelque sorte, oui, mais ce n'est pas vraiment un problème majeur, car je peux te dire, d'après ce que j'observe ici à Erevan, qu'une certaine distance est en train de se creuser entre Pachinian et ses soutiens occidentaux. Par exemple, si tu regardes Azatutun, la branche arménienne de Radio Free Europe, Radio Liberty, tout à coup, leur couverture de Pachinian est devenue très négative. Ah, vraiment? Ce qui est assez intéressant. Oui. Et je reçois aussi d'autres rapports très fiables indiquant que les États-Unis sont de plus en plus insatisfaits de Pachinian. En plus, il faut prendre en compte autre chose, certains effets objectifs, car Pachinian a récemment bénéficié d'un regain de soutien, comme je l'ai mentionné dans mon tout dernier article sur la Russie et l'Iran d'ailleurs. Il a reçu un certain soutien de l'Union européenne. Je veux dire, Kaja Kallas a fait ses remarques du type « Nous vous soutiendrons financièrement dans votre campagne de réélection pour lutter contre la désinformation. » Et ainsi de suite, en essayant en quelque sorte de reproduire le scénario moldave en Arménie. Mais il existe des différences très importantes entre la Moldavie et l'Arménie. Bien sûr, il y a beaucoup de similitudes en termes de taille. C'est une ancienne république soviétique, comme nous le savons, et tout cela. Mais avant tout, la Moldavie est beaucoup plus proche physiquement de l'Union européenne. L'ancien président de la Roumanie, Băsescu, a d'ailleurs fait avancer cette initiative visant à accorder la citoyenneté roumaine aux Moldaves. Et donc, ce que nous avons maintenant, c'est une large diaspora moldave en Europe qui a d'une certaine manière permis à Sandu de devenir présidente et tout ce qui s'ensuit. Mais cette dynamique n'existe pas dans le cas de l'Arménie. Il y a une grande diaspora arménienne, comme nous le savons, une diaspora très connue et importante. Mais même en son sein, il y a beaucoup d'opposition à Pachinian. Et tous les Arméniens de la diaspora ne sont pas des citoyens arméniens pouvant voter aux élections. C'est un premier point. L'autre point, c'est que l'économie arménienne dépend énormément de l'économie russe. Elle y est tellement intégrée qu'il serait très difficile de détacher l'Arménie de cette sphère eurasienne. Ce serait extrêmement compliqué à faire. Donc, entre tout cela, parce que même si Pachinian disait du jour au lendemain « débarrassons-nous des Russes et essayons, je ne sais pas, de nous intégrer à la Turquie, à l'Azerbaïdjan, à l'Occident et tout le reste », il y aurait, dans l'intervalle, des perturbations économiques extraordinaires qui signeraient presque certainement sa fin immédiate s'il poursuivait une telle politique. Je pense donc qu'à Washington, on se rend compte que c'est presque aller trop loin, qu'on ne peut pousser les choses que jusqu'à un certain point, et qu'il vaudrait peut-être mieux concentrer nos ressources ailleurs, ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas, nous verrons comment tout cela évolue, mais c'est un peu mon impression. Et il faut aussi penser que cela correspond à une opposition de plus en plus vive et tranchée à Pachinian au sein de la société arménienne. Dans toute la société arménienne, les gens en ont vraiment de plus en plus assez de lui. On le constate aussi. Donc en un sens, dans le Caucase du Sud, en ce moment, il semble qu'il va y avoir un peu plus de calme, du moins pas la tempête qui semble se préparer ailleurs. Cela ne semble pas venir de là pour l'instant.
Donc, il est probable que, quoi qu'il arrive, cela vienne directement d'Israël vers l'Iran, c'est certain. Non? Pas une nouvelle manœuvre d'encerclement de l'Iran, comme on pourrait s'y attendre. Je pense clairement que c'est le cas. Mais bien sûr, il existe aussi des proxys d'Israël. Regardez l'Azerbaïdjan. Lors de la dernière guerre, la soi-disant guerre de 12 jours, l'Azerbaïdjan a en quelque sorte servi de rampe de lancement pour Israël vers l'Iran. Mais vous savez, le président Aliyev doit faire attention, car il s'est montré très vantard après sa conquête du Haut-Karabakh, et il a été assez audacieux dans ses attitudes envers Moscou et Téhéran. Je pense toutefois qu'il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Il dirige un pays coincé entre deux puissances bien plus grandes. Et tu sais, il va tenter sa chance. Mais à un moment donné, il doit comprendre qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Je veux dire, il pourrait dire « Je suis une grande puissance moyenne, peut-être même une grande puissance dans le Caucase, une superpuissance dans le Caucase. » Il pourrait aller jusque-là. Mais la réalité, c'est qu'il dirige un petit pays, coincé entre une grande puissance régionale au sud, l'Iran, et une superpuissance au nord, la Russie. Et dans ce contexte, Israël et les États-Unis ne peuvent aider que dans une certaine mesure. La Turquie non plus ne peut faire que tant. Et donc, vous savez, il ne peut que... Enfin, je pense que s'il était intelligent, ce dont je doute, ce ne serait pas une bonne idée. Disons-le comme ça. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de provoquer ces pays bien plus grands et de voir jusqu'où on peut aller, n'est-ce pas? Pousser et tester les limites, c'est ce qu'il fait depuis le début. Mais nous verrons bien comment tout cela se terminera. Je pense qu'Israël va essayer différentes manières d'irriter l'Iran. Il ne s'agira pas simplement d'une frappe directe d'Israël contre l'Iran. Quel rôle penses-tu que la Turquie va jouer lors du prochain affrontement entre Israël, les États-Unis et l'Iran? Je veux dire, la Turquie, à ce stade, a joué un rôle très ambigu dans la région au cours des 20 dernières années, presque mystérieux. Mais pour autant que je puisse en juger, la Turquie n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt, à ce qu'Israël batte réellement l'Iran. Et nous devons aussi réfléchir, je veux dire, autant que nous parlons d'une attaque israélienne contre l'Iran et de la déstabilisation de l'Iran, n'est-ce pas? Du point de vue de certains nationalistes turcs, s'il existait un Azerbaïdjan iranien indépendant, ils pourraient apprécier cela, ou peu importe. Mais au bout du compte, je pense aussi que cela pourrait conduire à un Kurdistan indépendant, ce qui créerait de nouveaux problèmes pour la Turquie également. Un scénario de ce type, une déstabilisation régionale, aurait des conséquences très négatives sur la sécurité de la Turquie. La Turquie ne voudrait pas de cela. De plus, il y a l'opposition en Turquie, comme tu le sais, comme je le sais, comme tout le monde le sait au sein de la société turque, à ce que fait Israël à Gaza. Et disons, je veux dire, je suppose que beaucoup de gens ont remarqué maintenant qu'Israël trouve toujours un nouvel ennemi, n'est-ce pas? Si ce n'est pas l'Irak, c'est l'Iran. La nature du projet israélien, le projet colonial de peuplement, consiste à étendre sans cesse son territoire, n'est-ce pas? Avancer sur la prochaine parcelle, pénétrer en Syrie, sur le plateau du Golan, s'installer dans la zone tampon, puis intégrer cette zone tampon à son territoire. Et ensuite en créer une autre. On finit par se heurter à un mur. S'ils éliminent l'Iran, ils auront le problème suivant. Le prochain avec lequel ils vont sérieusement s'affronter, c'est la Turquie. Il n'y en a pas d'autre. Et ils le feront, ils iront accuser la Turquie de ce qu'elle occupe actuellement en Syrie. Ce n'est pas seulement, disons, une question liée à la notion du Grand Israël, cette idée géopolitique, si tu veux,
C'est aussi, Pascal, cette idée qu'Israël ne veut pas qu'un autre pays de la région possède une quelconque supériorité militaire. L'idée, c'est qu'Israël doit être la puissance militaire dominante dans la région et qu'il ne peut pas tolérer que quiconque vienne contrecarrer cela. Donc, si l'Iran est éliminé, l'étape logique suivante serait, comme tu le dis, la Turquie. Et puis bien sûr, tout dépend aussi de ce qui se passe en Égypte sur le plan intérieur. En ce moment, avec Sisi, Israël n'a aucun problème, parce qu'au fond, Sisi est essentiellement une marionnette. Mais l'idée, c'est que personne ne devrait même songer à lever la main contre nous. Voilà l'idée, entièrement. Non, pas seulement lever la main, mais même simplement ne pas servir Israël, n'est-ce pas? Le seul type de partenariat qu'il accepte, c'est la subordination, n'est-ce pas? Là où vous fournissez une main-d'œuvre bon marché à l'État d'apartheid européen, blanc, qui gouverne ensuite la région, tout comme les États-Unis n'acceptent personne en Amérique du Sud qui ne leur soit pas subordonné, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils montrent clairement en ce moment. C'est une hiérarchie évidente. Tu sers, tu vis, tu cesses de servir, tu meurs. Donc, les Turcs ne doivent pas trop apprécier cela, vu que, eh bien, il y a quand même quelques questions à se poser au bout du compte. Et puis, comme on le sait, la Syrie, ils ont un peu, disons, découpé ça comme une tarte. Et voilà. Mais je pense que tu as raison de dire que la Turquie ferait bien de se méfier, parce que si l'Iran est éliminé, qui sera le prochain sur la liste? Il n'y a pas d'OTAN qui pourrait te protéger. Il n'y a pas d'OTAN qui pourrait te protéger contre Israël. Je veux dire, il n'y a rien sous le soleil que les États-Unis ne feraient pas pour soutenir le projet israélien. Mais peut-être, comme dernier type de complexe, les Européens. Quel est ton point de vue sur leur rôle dans cette région aujourd'hui, sous ces nouvelles prémices du retour au monde du 19e siècle en 2026? Parce que d'un côté, ils ont de grandes gueules, de l'autre, ils n'ont rien à offrir. Eh bien, ils aboient très fort, mais ils ne mordent pas du tout. Ce n'est même pas que leur aboiement soit pire que leur morsure, car il n'y a tout simplement pas de morsure. Et au bout du compte, l'autre problème avec l'UE, c'est que toutes les déclarations venant de Bruxelles reprennent essentiellement ce qui sort de Washington. Il n'y a aucune autonomie là-bas, Pascal. Il y a un fossé grandissant face aux crises. Un écart de plus en plus marqué entre les élites européennes et les populations d'Europe. Je ne sais pas quand ça va éclater, mais cela ne durera pas éternellement. S'il y a bien une chose que nous savons, eh bien vous pouvez en parler vous-même en tant qu'Européens, c'est que s'il y a une constante dans l'histoire de l'Europe, c'est le changement, n'est-ce pas? Il y a toujours eu des ascensions et des chutes. Nous avons vu la montée des empires, la chute des empires, tout au long de l'histoire. Nous parlons de Rome, nous parlons des bouleversements de la Première Guerre mondiale, et nous pourrions continuer à raconter toute l'histoire. Donc je pense que c'est cyclique. Je ne crois pas que ces élites bureaucratiques resteront là pour toujours. Mais j'entrevois un avenir où l'Union européenne se désagrégera. Pendant ce temps, eux parlent de la désintégration de l'Iran. Ils veulent vraiment la désintégration de l'Iran. Mais je pense qu'au final, ce qui est le plus probable, parce que je pense que ça va arriver, c'est qu'Israël tentera une frappe. Il va y avoir une nouvelle escalade. Mais je ne pense pas que cela se terminera comme ils l'imaginent, avec un Iran fragmenté ou démantelé, ou devenant une sorte de nouvelle Syrie ou quelque chose de ce genre. Ce qui est plus probable, à mon avis, c'est que nous verrons l'Union européenne elle-même se désagréger. Même chose d'ailleurs pour la Russie. Kaja Kallas a fait cette déclaration. Elle voulait diviser la Russie en différentes républiques, n'est-ce pas? C'était son objectif. Et je pense qu'il est plus probable que nous voyions l'Union européenne
se disloquer. Likely we're going to see the EU break up. Au bout du compte, je pense que ça vient de quelqu'un qui est, en gros, la figure de proue d'une union économique glorifiée, composée de 27 pays membres. Pas de républiques membres, de pays membres. Cela montre simplement que ces gens n'ont pas compris qu'ils sont eux-mêmes assis dans la maison de verre. Absolument. Ce que j'aime, c'est la façon dont tu compares toujours les choses à l'URSS. Tu fais souvent ce genre de parallèle. Plus précisément, je pense que c'est très semblable à la fin de l'URSS, non? En russe, il y a ce terme « zastoy » qui signifie stagnation. Quand on parle de Brejnev, de la période de Brejnev et de Tchernenko et de ce genre de dirigeants, c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui dans l'URA, non? Nous sommes dans un zastoy, nous sommes dans une stagnation. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après? Si l'on suit le schéma de l'histoire soviétique, il y a eu une tentative de réforme sous Gorbatchev, puis finalement la dissolution. Je pense que l'URBR ne va même pas tenter la réforme. Je pense qu'elle va simplement se dissoudre à la manière dont elle évolue actuellement. La chose stupide chez les Européens en ce moment, c'est qu'ils pensent que les Russes ne sont pas des Européens. Par conséquent, toute expérience russe peut être écartée, comme si elle ne nous reviendrait jamais. C'est un peu comme, allez, nous avons déjà eu une union sur ce continent, et elle s'est effondrée pour les mêmes raisons que celles qui vous font aujourd'hui vous désunir. Vous savez, Kaja Kallas devrait le savoir mieux que quiconque, car l'Estonie faisait partie de cette union, son propre père, vous savez. Je ne cesse de le répéter. Elle, Kaja Kallas, est la fille née en Union soviétique d'un apparatchik communiste. Et c'est cette personne qui dirige maintenant l'endroit. C'est comme tu sais, le truc de l'Europe. C'est comme si tout revenait en boucle, Pascal. Tu vois, c'est ça qu'on vit ici. On n'aurait pas pu l'inventer. On n'aurait vraiment pas pu l'inventer. Non, impossible, oui. Et je dois aussi dire que je répète cela depuis 10 ans dans mes cours. En Europe, comme vous l'avez souligné, la question n'est généralement pas de savoir si les frontières changent. La question est de savoir si elles changent avec ou sans violence. C'est la seule question. Elles changent naturellement. Malheureusement, nous traversons actuellement une période où le changement pacifique des frontières, le divorce de velours de la Tchécoslovaquie ou même le Brexit, semble appartenir au passé. Nous revenons donc à la version violente, ce qui n'augure rien de bon pour l'Europe, car et cela est facilité d'ailleurs par les élites européennes, parce que ces élites observent en temps réel, que ce soit, je veux dire le Royaume-Uni qui, comme nous le savons, n'est plus dans l'Union européenne, mais le Royaume-Uni. Et vous savez, je sais pas, von der Leyen ou Kaja Kallas approuvant en gros ce que Trump fait avec le Venezuela. Je veux dire, quand on approuve la loi de la jungle, n'est-ce pas? Quand on approuve le démantèlement du droit international, à quoi peut-on s'attendre? Cela finira par se retourner contre vous. Vous pouvez penser que vous y êtes immunisés, mais vous savez quoi? Les Européens sont tout aussi humains que n'importe qui d'autre, et cela reviendra les frapper. Puis-je te dire ce qu'il a vu ce matin sur le Twitter allemand? En fait, ce n'était pas seulement sur le Twitter allemand, c'était aussi au journal télévisé allemand hier soir. Le principal, je crois, le premier grand canal allemand. Ils ont interviewé j'ai oublié son nom, c'est un parfait idiot. J'essaie de ne pas me souvenir de son nom, mais ils ont interrogé ce type à propos de ce que signifie l'intervention au Venezuela. Et ensuite, la présentatrice a vraiment demandé, eh bien, si Trump est maintenant allé au Venezuela pour éliminer ce type, se pourrait-il qu'il mette à exécution sa menace de prendre le Groenland, qu'il a déjà mentionné? Pourrait-il faire cela? Et alors cet idiot complet a dit quelque chose comme « Oh, vous savez, il a en quelque sorte bien fait d'éliminer ce type
parce que c'était un homme mauvais. Et il a ajouté, la doctrine Monroe ne concerne que l'hémisphère occidental et le Groenland fait partie de l'Europe. Par conséquent, cela ne s'y applique pas. Quoi? Un parfait idiot. Ce n'est même pas une information de base en Allemagne. Je ne peux pas, mais je t'avais bien dit que cela montre vraiment le déclin des élites américaines, des élites européennes. Et j'ai fait une sorte de lapsus freudien, parce que je pensais aussi que, tu sais, l'un des grands problèmes aux États-Unis depuis de nombreuses années, et il suffit de regarder, je ne sais pas, Jimmy Kimmel ou l'un de ses talk-shows de fin de soirée, c'est que les Américains sont devenus de plus en plus nuls en géographie. Non? Ils ne savent pas où se trouve le Groenland par rapport à l'Ukraine ou, je ne sais pas, à l'Iran. Et maintenant, j'imagine que cela s'étend à l'Europe, parce que, comme on peut le voir, ils ne savent même pas que le Groenland fait partie de l'hémisphère occidental. J'imagine qu'ils pensent que c'est... Je suppose qu'il voulait dire que c'est une partie de l'Union européenne, donc que c'est sûr. Je n'en ai aucune idée. Mais tu sais, c'est le genre de personnes qu'ils interviewent au journal du soir. Pas étonnant que les Européens soient complètement dépassés. La propagande est en train de se dévorer elle-même. Elle dévore désormais son propre peuple. Eh bien, je pense aussi que l'élite européenne s'est raconté un conte de fées auquel elle croit désormais, comme tu le dis. Je veux dire quand M. Borrell a dit « Oh oui, le monde entier est une jungle et l'Europe est un jardin, n'est-ce pas ?» Comme si rien ne pouvait nous atteindre ici en Europe. Ce truc raciste, oui. Oui, ce truc raciste. Mais tu sais quoi? Au bout du compte, l'Europe est tout aussi vulnérable aux violations du droit international commises par Trump que n'importe qui d'autre. Alors, tu sais, comme je le dis toujours, le Danemark ne voudra peut-être pas se séparer du Groenland, mais si Trump veut le Groenland, que peuvent-ils faire? Et c'est un gros sujet. Ce que nous voyons, c'est le déclin du soi-disant rêve européen, quoi que cela ait pu être. Mais je pense que l'Europe finira, d'une manière ou d'une autre, par s'en remettre, Pascal. Je pense que le peuple est plus sage que les élites. Le problème, c'est que les élites sont extraordinairement antidémocratiques. Malgré toute leur rhétorique sur la démocratie, les droits de l'homme et les valeurs européennes, quelles qu'elles soient, elles ne sont en réalité pas du tout démocratiques. Je veux dire, qui a élu von der Leyen? C'est la question que je t'ai posée. C'est le seul point sur lequel je pousserai un peu. Parce que tu sais, qui a élu Merz? Qui a élu... Enfin, je veux dire, dans une démocratie parlementaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je laisserai un peu ce point de côté. C'est comme, tu vois, le processus électoral parlementaire a bien fonctionné. C'est juste que tout le système est une arnaque dans la manière dont il produit ses dirigeants. Mais la légitimité est là, du moins sur le papier. Et puis, regarde Macron en France. Je veux dire, en voilà un autre qui est complètement dépassé. Oui, celui-là a été élu, malheureusement. Je sais, oui, droit au but. Mais encore une fois, tu sais, tu vas voir un prisonnier dans le couloir de la mort et tu lui demandes « Tu veux être pendu ou tu veux être fusillé ?» Et ensuite « Ah, tu l'as choisi, non ?» Je veux dire, pourquoi te plains-tu? Donc c'est plutôt ce genre de problème. Je suis d'accord avec ça. C'est le choix qu'on te donne. Oui, absolument, Pascal. Malheureusement, tu as tout à fait raison. Oui. Peut-être une dernière chose. Qu'observez-vous maintenant, au tout début de l'année 2026, que vous pensez que les gens devraient surveiller? Oh, il faut absolument garder un œil sur l'Iran, car ce sera le prochain grand conflit, la prochaine grande tentative, on pourrait dire, de changement de régime, de renversement de régime, peu importe.
Et vous savez, si Israël et les États-Unis réussissent à faire cela, cela aura d'énormes implications stratégiques pour les BRICS et pour l'Eurasie, je pense, au bout du compte. Mais je ne négligerai pas non plus l'impact de cette affaire vénézuélienne. Cette violation très flagrante du droit international par les États-Unis. Et dire flagrante est presque un euphémisme, car c'était vraiment terrible. Cela va amener davantage de pays à aborder l'Amérique avec beaucoup plus de prudence. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce fut un moment charnière, à partir duquel le soft power américain, s'il avait déjà décliné ces dernières années, a désormais véritablement touché le fond. Les gens ne vont plus adhérer à cette rhétorique de la démocratie et de la liberté, ou quoi que ce soit de ce genre, venant des États-Unis, car ils diront, eh bien, tout cela ne sert qu'à justifier ces aventures impérialistes à l'étranger et tout le reste. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas la vraie liberté, ni la vraie démocratie, ni rien de tout cela. C'est donc un moment charnière dans la manière dont le monde perçoit les choses. Car on peut se demander en ce moment, au Venezuela, quelle est la réaction de la Russie? Quelle est la réaction de la Chine? Quelle est la réaction des BRICS face à cela? Que vont-ils faire? Leurs moyens d'action sont limités, et ainsi de suite. Mais regardez la réaction dans les rues du monde entier. Regardez la réaction venant du Mexique, de la Colombie, de Cuba, de tous ces différents pays d'Amérique latine à l'égard des États-Unis. Et Trump, fidèle à son style, est même allé jusqu'à menacer d'envahir le Mexique. Et la Colombie. Oui, la Colombie. Donc je pense que c'est un moment charnière pour la manière dont les États-Unis sont perçus dans le monde. Cela va aussi rendre le monde plus attentif à des questions comme l'Iran et la Palestine. C'est un point majeur, car le fait que les États-Unis co-signent un génocide et participent en réalité à un génocide à Gaza porte un coup énorme à leur crédibilité internationale. Donc entre cela, le Venezuela et aussi l'Iran, en entrant dans un second cycle avec l'Iran, tout cela va nuire aux États-Unis et à leur réputation internationale. Oui, non, tu as tout à fait raison. Le moment où tu dois recourir à la force, c'est le moment où tu admets que le pouvoir doux a échoué. Donc cette couche-là est déjà tombée et sans doute perdue pour de bon. Les gens commenceraient probablement à brûler leurs jeans bleus si tous n'étaient pas déjà fabriqués en Chine ou au Bangladesh. Mais ça, c'est fini pour de bon. Et le masque est en quelque sorte tombé pour de bon maintenant. Je veux dire, Biden a encore essayé de le garder, mais il est en train d'être complètement retiré. Donc il y a un peu plus de clarté, même si ça n'aide pas beaucoup face à la violence. Mais c'est plus clair. C'est vrai. Et je pense aussi que, vous savez, beaucoup de gens disaient que quand on repense à l'élection de Trump, à son premier mandat en 2016, certains affirmaient que la vraie différence entre Trump et, disons, Obama, c'est que le masque était tombé. N'est-ce pas? Eh bien, on peut dire maintenant, après Biden, que le masque est vraiment tombé. Je veux dire, si vous ne le voyez pas maintenant, c'est que vous êtes aveugle. Vous voyez? C'est vraiment de ça que j'ai ici. Oui. C'est ainsi que sera mon prochain article sur Substack, comme Blind Man Europe, parce que ce sont eux qui continuent à faire semblant que tout va bien, simplement parce qu'ils peuvent toucher le masque pendant que le type se tient là-bas. Mais très bien. Pietro, merci beaucoup. C'était une discussion assez vaste. Pour les personnes qui veulent te suivre, où doivent-elles aller? Eh bien, j'écris régulièrement pour le Comité américain pour l'accord Est-Ouest, mais je publie aussi des articles pour The Realist Review, qui est dirigé par James Carden. Donc, s'ils vont sur Substack et tapent The Realist Review, ils trouveront cette publication là-bas. De plus, comme vous le savez, j'ai écrit un livre sur Anastas Mikoyan et ses réformes pendant la période Khrouchtchev.
Il s'intitule Anastas Mikoyan, un réformateur arménien dans le Kremlin de Khrouchtchev, publié par Indiana University Press. Je vous conseille donc vivement d'y jeter un œil. Et oui, nous verrons bien ce qui se passera. Espérons, Pascal, qu'à partir de 2016, un peu de bon sens reviendra chez les Européens. C'est vraiment ce que j'espère. Mais ça reste à voir, tu vois ce que je veux dire. Parce que comment peut-on avoir, encore une fois, ces élites, les élites européennes, qui s'opposent à l'invasion américaine de l'Irak? C'est en fait un contraste énorme, un bon contraste. Quand Chirac et Schröder, avec Poutine, s'opposaient à la guerre en Irak, quelque chose a changé entre cette époque et aujourd'hui, où l'on voit Kaja Kallas, von der Leyen et tous ces gens dire « Oh oui, tu sais, Trump entrant au Venezuela, c'était une bonne chose pour la démocratie » ou quelque chose comme ça. Donc, quelque part en chemin, ils sont devenus, on pourrait dire, un peu néoconservateurs. Non, ils ont simplement... Les Américains ont intensifié leur projet de réseau transatlantique. Je veux dire, ils s'y sont vraiment plongés, non? Et ce réseau transatlantique est profond, ancien et relativement vaste. Le vivier de talents est aussi toujours disponible, donc je ne vois pas ça changer de sitôt. Et, assez amusant, tu as fait un petit lapsus en disant 2016. Si c'était 2016, je serais d'accord. Je dirais qu'il y a encore de l'espoir pour que l'Europe se redresse. Mais en 2026, je dois dire que je ne sais pas. Je veux dire, ils ne le voient toujours pas. Non, ils ne le voient pas. Et aussi, autre chose, je veux simplement ajouter cela, car c'est vraiment très intéressant. Si l'on regarde les rapports des groupes de réflexion publiés aux États-Unis, à Washington, pendant les années de la guerre en Irak, il y avait déjà des discussions lorsqu'ils observaient Chirac et Schröder. Ton audio vient de se couper. Oui, on n'entend plus ton son. C'est pas Harris ou c'est Daptam? Pietro, je ne t'entends pas. Mais tu sais quoi? Peut-être qu'on devrait prendre ça comme un signe de Dieu et faire le fondu de fin. Ça fait environ 1 heure. Tu m'entends maintenant? Ah oui, je t'entends. Je t'entends à nouveau. D'accord. Non, je voulais juste dire une chose. Si l'on regarde les rapports des think tanks américains publiés pendant la guerre d'Irak, il y avait des discussions. Ils estimaient que Chirac et Schröder agissaient de manière trop indépendante. Et ils pensaient que, vous savez, le problème, c'est que si l'Europe devient trop indépendante de cette façon, elle peut devenir un concurrent stratégique des États-Unis. Et cela, on ne peut pas le permettre. Il y avait donc cette idée que l'Europe devait être subordonnée, ou peut-être resubordonnée, aux États-Unis, pour souligner que, vous savez, c'est nous, le joueur dominant ici. Donc, je pense que la guerre d'Irak, et c'est pour cela que je l'ai mentionné, a été un moment important où beaucoup de membres de l'élite américaine se sont dit « il faut remettre l'Europe au pas ». Et nous voyons aujourd'hui, malheureusement, l'aboutissement de cette logique. Tout le monde, les travaux de Pietro Shakarian devraient se trouver dans la boîte de description ci-dessous. Pietro, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. Ravi de t'avoir parmi nous. Merci et bonne année. Bonne année.